Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounnet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que je voudrais voir ensemble avec vous, bien, c'est les principes de base de la sécurité des applications web. Alors, c'est vraiment un podcast d'introduction, et le but après par la suite, ben, c'est de pouvoir faire d'autres podcasts sur le sujet. Avant de commencer, bien merci à tous ceux qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc nous allons voir effectivement 7 principes de base, vraiment normalement pour sécuriser une application web. Le premier principe, c'est l'authentification et l'autorisation. Alors, l'authentification, c'est quoi? C'est le processus de vérification de l'identité d'un utilisateur. Ça peut être réalisé par différents moyens, tels que les logins et mots de passe, des tokens, des certificats numériques, ou même certaines sociétés, ça peut aller jusqu'à des badges d'authentification ou de la biométrie. L'autorisation, c'est autre chose, parce que après l'authentification, on va autoriser quelles ressources, quelles actions l'utilisateur authentifié a accès. Elle assure que les utilisateurs n'accèdent qu'aux données et aux fonctionnalités pour lesquelles ils ont les permissions appropriées. Alors, c'est le numéro un des principes. Pourquoi? Bien, qu'on ait déjà géré des serveurs, des sites web, des applications. Combien de fois on se retrouve avec des applications avec le login administrateur et le mot de passe par défaut de l'application. Ou sinon, on se retrouve sur des systèmes où tous les utilisateurs ont des droits d'administrateur. Pardon, donc ça c'est vrai que c'est un des problèmes souvent au niveau de l'authentification et des autorisations, c'est que ce n'est pas du tout géré. Donc les pratiques recommandées, bien, ça peut être par exemple l'utilisation de protocoles d'authentification robustes, comme OATH, JWT ou SAML. SAM. SAML. Alors, euh, ils sont chacun différents. Peut-être qu'on fera un podcast effectivement sur chacun de ces protocoles. La seule chose à retenir, c'est qu'ils ne sont pas concurrents. OATH, c'est un protocole d'autorisation, alors que alors OATH en général on utilise la version 2.0 et la version SAML qui veut dire Security Assertion Makeup Language. Lui par contre c'est plutôt un protocole d'authentification. JWT, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est du JSON Web Token. Donc ça, effectivement, il y a des fois, sur certaines API, vous allez effectivement ce type de protocole. Les pratiques recommandées, eh bien effectivement, c'est implémenter des rôles et des permissions pour contrôler l'accès aux ressources, qui peut avoir un rôle par exemple d'éditeur, un rôle de validateur, un rôle d'administrateur, un rôle de super administrateur. Voilà, tout ça c'est des choses effectivement à réfléchir quand on implémente un système. Et aussi, pourquoi pas, utiliser de l'authentification multifacteur. Maintenant, ça se fait de plus en plus. MFA pour renforcer la sécurité. Ça, maintenant, on le retrouve de plus en plus avec l'utilisation des téléphones portables. Le deuxième principe que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est le chiffrement des données. Donc il y a deux types de chiffrement de données. Il y a ce qu'on appelle le chiffrement des données en transit. Donc ça va permettre effectivement de protéger les données pendant leur transmission entre le client et le serveur.
à l'aide par exemple de TLS, qui sont des Transport Layer Security. Donc ça effectivement, là de chiffrer les données, parce que si un hacker ou quelqu'un de malveillant sniff, ça veut dire écoute ou récupère effectivement ces données, si elles sont chiffrées, bon ben déjà c'est mieux que effectivement que elles soient en clair quoi. L'autre type de chiffrement de données, c'est le chiffrement de données dit au repos. Donc là, c'est plutôt celles qui sont dans les bases de données, des serveurs. Ça aussi, de chiffrer une base de données avec un chiffrement fort. Bien, si quelqu'un, par X ou Y raison, arrive à récupérer la base de données, au moins de l'avoir chiffrée, c'est déjà une sécurité. Si vous avez déjà, par exemple, déjà travaillé dans le milieu médical, bon, tout ça, ça doit être des choses effectivement qui doivent vous être, vous devez déjà en avoir entendu parler et déjà avoir pratiqué. Donc les pratiques recommandées, bien effectivement, ça va être par exemple d'utiliser le protocole HTTPS sur les sites web avec des certificats pour les communications entre le client et le serveur. Ça va être aussi le chiffrement des données sensibles stockées dans les bases de données ou les systèmes de fichiers. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base de données, vous pouvez aussi stocker dans des systèmes de fichiers et utiliser effectivement des bibliothèques de chiffrement éprouvées et éviter de créer votre propre algorithme de chiffrement. Donc ça effectivement, autant utiliser les bibliothèques les plus sécurisées possibles et bien sûr de penser à les mettre à jour. Alors certains vous diront oui mais faire du chiffrement ça oblige effectivement à consommer de la ressource serveur pour chiffrer, déchiffrer. Mais bon, voilà, si vous vous faites attaquer ou autre, etc., avoir les éléments chiffrés, c'est déjà une protection. Et puis, comme je l'expliquais, sur certains domaines, c'est obligatoire. Le troisième principe de base que je voudrais aborder avec vous, c'est la gestion des sessions. Alors, c'est quoi une session Bien, par exemple, quand vous êtes sur un site de e-commerce, que vous allez vous authentifier et que vous allez vous balader par exemple, ajouter des produits dans votre caddie. Par exemple, si c'est un site multilingue, que vous dites, ben moi, ma langue, effectivement, ça va être le français. Tout ça, ça va être rangé effectivement dans une session utilisateur qui va accompagner l'utilisateur normalement tout le long de ses actions. Donc effectivement, utiliser des tokens des sessions, des jetons de session pour maintenir l'état de l'utilisateur entre les requêtes, ce qui veut dire que si à un moment donné, bien la personne ne fait plus d'action ou autre, etc., éteindre, fermer les sessions, voilà, il faut être capable de gérer correctement l'expiration de ces sessions et éviter d'avoir des sessions ouvertes parce que si l'utilisateur s'est authentifié et qu'une personne récupère sa session, il va avoir accès à ces données, mais il va aussi avoir accès à la possibilité de faire certaines actions. Donc là, par exemple, ça peut être une session utilisateur back-end. Si quelqu'un arrive à récupérer la session parce que elle n'a pas été correctement sécurisée, bien la personne effectivement peut hacker un site web et faire des actions malveillantes. Donc les pratiques recommandées au niveau de la gestion des sessions, ça va utiliser des tokens des sessions sécurisés, les régénérer après des événements critiques, par exemple comme une modification de mot de passe. Ça paraît simple ce que je dis et évident, mais malheureusement il arrive encore d'avoir des systèmes qui sont pas correctement sécurisés. Configurer des délais d'expiration de session appropriés pour limiter la durée de validité des sessions inactives, ne pas mettre des sessions à un mois, à une semaine ou à 6 mois. Non, vous demandez aux gens effectivement de se réauthentifier et d'ouvrir une nouvelle session. Stocker aussi les tokens de session de manière sécurisée et les transmettre via des cookies sécurisés aussi. Ça peut paraître aussi, mais nombre de fois où effectivement les tokens de session
ne sont pas sécurisés et après n'importe qui, une fois qu'il a l'autorisation, fait n'importe quoi. Voilà, donc ça, tout ça effectivement, la gestion des sessions, ça fait vraiment partie des points importants à la sécurisation de votre application web. Le quatrième principe de base, ben, c'est la protection contre les attaques courantes. Alors ça, on va pas toutes les faire. Il faudrait pratiquement plusieurs podcasts sur le sujet, mais les plus connus, effectivement, c'est les injections SQL. Hein. Donc, ben, une injection SQL, c'est quoi? C'est quand ben, des requêtes SQL malveillantes hein, sont insérées dans les entrées utilisateurs, permettant à un attaquant d'exécuter des commandes SQL non autorisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, si vous avez un champ pour un utilisateur, rentrez bien, inscrivez-vous à la newsletter du site et vous n'avez pas sécurisé cette entrée utilisateur et que la personne effectivement marque en fin d'adresse mail bien par exemple drop database hein, qui veut dire effectivement de supprimer totalement une base de données tout ce qu'elle contient ben, si vous n'avez pas sécurisé eh bien ça va effacer votre base de données. Alors ça souvent vous retrouvez ce genre de choses, par exemple sur certains systèmes qui peuvent être photographiés ou autres, etc. Et en se disant, ben, si c'est traité par une machine pour être enregistré en base de données, de se dire, eh ben, tiens, si la photo elle enregistre le texte, dedans je mets une requête malveillante SQL pour essayer de supprimer la base de données. Alors ça, effectivement, les injections de bases de données, euh, il peut y en avoir de type cross-site, hein, XSS, hein, cross-site scripting. Ben ça, c'est quand ben, un script malveillant soit injecté dans des pages web vues par d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi avoir des injections MySQL de type cross-site request forgery. Bon là c'est quand c'est des requêtes non autorisées sont effectuées à partir d'un utilisateur authentifié. Et bon, vous en avez vraiment de différentes sortes, hein, injection SQL. Donc, comment effectivement se protéger de cela? Bien, c'est le cinquième hein, principe de base euh, au niveau d'une base de vraiment un principe de base des applications web. Ça va être euh, la validation et ce que l'on appelle la sanitation des données. Donc, toutes les validations des entrées, hein, toujours valider les entrées utilisateurs pour s'assurer qu'elles sont correctes et attendues. Et la sanitation des données, c'est nettoyer les données entrées par l'utilisateur pour supprimer ou neutraliser les caractères dangereux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien il faut valider toutes les entrées hein, utilisateurs côté client et côté serveur. Pour cela, bien, on va utiliser des bibliothèques de validation pour tous les types de données. Bah, par exemple, si dans vos formulaires il y a un email, bah, être sûr que l'email, ça va être texte, par exemple point autre chose, arrobase, texte point et un point .com, un point .fr ou autre, ce genre de choses. Un numéro de téléphone, effectivement, ça va être une certaine liste de caractères. Donc là, c'est pareil, c'est de toujours cleaner pour, comme je disais, éviter qu'un petit malin, par exemple, mette à la fin tente une injection SQL avec un drop database et d'essayer effectivement de rajouter des éléments dangereux hein, au niveau de la base de données et voilà, d'essayer de pénétrer les données de votre site. Donc ça fait aussi partie
hein, on laisse pas, voilà, ah tiens, j'ai mis, tiens, l'adresse, ça va être un texte 255 caractères, hop, j'insère en base de données, je vérifie pas ce que j'ai, et effectivement la personne, ben, elle va pouvoir insérer ce qu'elle veut pour récupérer les données qu'elle veut. Alors, en général, le pirate ne veut pas supprimer la base. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les données à l'intérieur pour pouvoir récupérer des adresses mail des personnes. Si au pire, vous avez alors les cartes bleues, enfin, j'en parle pas. Mais par exemple, d'avoir les mots de passe, ben, pourquoi? Parce que ben, y a certaines personnes qui sont assez feignantes et qui utilisent le même mot de passe pour tous les sites web. Donc, voilà, ça, effectivement, tout ce qui rentre dans votre système, dans votre base de données ou autre, etc., tout doit être effectivement validé et devez vraiment être sûr euh, du côté correct de ces données dans votre base de données. Le sixième principe que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est la journalisation et la surveillance. Donc effectivement, la journalisation des événements de sécurité, capturer les événements importants comme les tentatives de connexion échouées, les changements de mots de passe, les accès aux ressources sensibles. Alors, si vous utilisez par exemple certains CMS sans nom, mais bon, aussi c'est pareil, hein, normalement sur votre serveur, vous avez un firewall où vous avez effectivement des journaux d'accès. Si vous vous rendez compte que ben, tiens, un utilisateur a essayé 3-4 fois des échecs, alors c'est pareil, hein, normalement vous avez mis en place des sécurités pour éviter que quelqu'un mette en boucle un système pour tester tous les mots de passe et sécurité possibles. Donc ça, voilà, c'est pareil. Si votre système détecte ben, que quelqu'un a essayé 3 fois et n'a pas réussi à se connecter, euh, ou des changements importants de données utilisateurs, carrément l'adresse, le téléphone, enfin tout. Là, vous pouvez vous poser des questions ou si un utilisateur a essayé de pénétrer des ressources auxquelles il n'a pas droit. Ben voilà, ça, ce sont des choses effectivement, moi que je fais en permanence. Ça veut dire que ben on jette quand même un coup d'œil. On n'attend pas qu'il y ait une catastrophe pour effectivement voir s'il n'y a pas des opérations suspectes et être capable effectivement de les analyser et de répondre rapidement à ces incidents de sécurité. Donc voilà, ce qu'on vous recommande en général, c'est de mettre en place ce système de journalisation centralisé et sécurisé, analyser les journaux de sécurité pour détecter des anomalies, et aussi, pourquoi pas, mettre en place des outils de surveillance et des systèmes de détection d'intrusion que l'on appelle des IDS. Ça peut être, voilà, ça dépend jusqu'à quel niveau vous mettez votre barre de sécurité, mais c'est pareil, hein, il vaut mieux les mettre avant plutôt que quand ça arrive et de se dire ah tiens, je vais m'intéresser à la sécurité. Le dernier principe que je voulais voir ensemble, bien c'est la mise à jour et le patching, hein, donc la mise à jour de sécurité, maintenir à jour tous les composants logiciels, y compris les bibliothèques tierces, pour corriger les vulnérabilités connues. Hein, là c'est pareil, nombre de fois où je récupère des installations clients et ils n'ont pas mis à jour leur CMS, les modules, les bibliothèques JS utilisées, le PHP mis à jour, la base de données, voilà. Bon, hein, tout en général, on a la complète, hein, mais voilà, ça c'est pareil, ça peut paraître bizarre à certains, je le rappelle, hein, c'est vraiment une introduction à des principes de base, mais voilà, mais essayez effectivement de mettre en place un processus régulier de mise à jour et de patching des logiciels si vous ne voulez pas le faire de manière automatique, ce que je peux comprendre, d'avoir effectivement des serveurs de staging pour pouvoir faire ces mises à jour avant de les pousser en production, et aussi utiliser des outils automatisés pour vérifier les mises à jour de sécurité.
Et sur cette dernière parole, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi. Et bon, j'espère qu'il vous a plu. Mettez ou un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger le sujet. Si vous avez des idées, si par rapport à tout ce que nous avons évoqué rapidement lors de ce podcast d'introduction, voilà, marquez-le en commentaire. Et je vous dis à bientôt.